Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Parlons-en, bien entendu sur Diaspora Interaction, le média de la diversité, du vivre ensemble et surtout de l'inclusion. Alors, parlant d'inclusion, aujourd'hui nous allons parler d'un point d'actualité qui est très important et qui d'ailleurs fait verser beaucoup d'encre. Il s'agit bien sûr de l'immigration, il s'agit en effet d'Arima, qui est bien sûr le nouveau système de sélection des nouveaux immigrants ici à Québec. Alors, avant de commencer avec Arima, j'aimerais tout simplement vous présenter les panélistes que nous avons aujourd'hui choisis avec soin. Mais avant de passer bien sûr aux panélistes, j'aimerais que nous puissions écouter notre invité, notre chroniqueur du jour de l'émission, M. Abakar Jean. Bonjour tout le monde, donc je vais faire un tour sur l'actualité africaine de quelques jours. Donc, comme tout le monde le sait, l'actualité africaine a été marquée par la CAN depuis quelques jours. Et cette CAN a été marquée par la victoire de l'Algérie et la défaite du Sénégal à la finale. Et on a eu l'émergence de quelques nouveaux pays comme le Madagascar et le Bénin. La prestation moins bonne de certains géants du foot africain, notamment comme le Maroc, le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte. L'autre actualité qui a marqué vraiment l'actualité africaine d'il y a quelques jours, c'est le lancement de la zone économique de libre-échange, la ZELEC, lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey au Niger, et du 7 au 8 juillet. Le but de cette zone, c'est de renforcer et de faciliter les échanges intercontinentaux entre les 54 pays, avec une population d'1,2 milliard habitants et un PIB de 250 milliards de dollars. Le continent africain devient de plus en plus important et les décideurs de ce continent ont décidé de lancer cette zone de libre-échange. Pour faciliter les échanges économiques et faire tomber les barrières entre les pays. C'est un projet phare qui tenait au père fondateur du continent, qui vient de voir le jour. Espérons qu'il va vraiment permettre l'intégration du continent. Déjà, le projet a commencé il y a plus d'1 an, le lancement du passeport africain. Certains présidents africains et certains ministres ont déjà ce passeport. Ils commencent à circuler avec ce passeport et la phase prochaine, c'est pour le reste de la population africaine. Mais seulement, on va voir si certains pays qui ont de plus en plus d'échanges avec le continent africain, car selon les estimations, selon les statistiques, les échanges entre les pays africains ne représentent que 16% des échanges intercontinentaux, alors que tout le reste se passe avec le reste du monde. Donc, nous allons voir si des pays comme la France, qui a plus d'échanges avec le continent africain, et la Chine, est-ce qu'ils vont voir cette zone de libre-échange de bon oeil? L'autre sujet qui a marqué le continent, c'est une date officielle du lancement de la zone de libre-échange dans la zone CEDEAO qui a été lancée. C'est un projet il y a quelques années. Les 16 pays ont décidé de mener une monnaie unique pour permettre l'intégration économique. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est prévu pour 2020. Mais le quoi, c'est que il y a quelques jours, le président ivoirien Alassane Ouattara, de retour de Paris, il a annoncé que malgré que c'est une monnaie entre les pays de la CEDEAO, elle sera toujours rimée à l'euro. Cette monnaie va-t-il être aux intérêts de ces pays ou encore va-t-il être dans le continuum du franc CFA? La question reste à poser. Nous allons voir ce que ça va donner. Alors, merci infiniment, M. Abakar, pour ce résumé assez succinct, mais ô combien important pour l'information de tous ceux qui suivent notre chaîne, bien sûr, et nous vous remercions infiniment. Est-ce que vous restez avec nous ou vous allez nous quitter? Comme d'habitude, je vais partir, mais je vais rester à côté du sujet intéressant, mais je vais quoi à 18 heures. Alors, je vais vous souhaiter une bonne écoute avec nous et à très bientôt. Merci. Merci. Alors, chers spectateurs, après cette belle rétrospective et cette belle actualité vue par notre cher Abakar, nous allons donc passer au vif du sujet. Le vif du sujet, il s'agit d'Arima,
Il s'agit de la sélection, le nouveau système de sélection. Et bien sûr, il s'agit de comprendre les enjeux, les défis et surtout les impacts actuellement sur la société, sur l'évolution de l'immigration au Québec et à Québec. À ma gauche, j'ai Maître. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Alain Guy Sipo, je suis avocat au barreau du Québec. Merci. Christian Bialouapi, je suis statisticien, économiste et actuellement je suis à l'emploi du gouvernement du Québec. Merci. Maître. Maxime Lapointe, avocat à l'immigration à Québec. Et enfin, Raïssa Chozem, professionnelle du domaine de l'administration et actuellement employée au gouvernement du Canada. alors vous vous rendez compte que aujourd'hui à cette émission, nous allons parler des choses sérieuses, nous avons des personnes sérieuses. C'est pourquoi je vais, sans plus tarder, adresser la parole à notre spécialiste, Maître Maxime Lapointe, pour qu'il nous dise exactement c'est quoi ARIMA et d'où il vient ARIMA. Maître. Très bien. Bon, la plateforme de sélection ARIMA, c'est la résultante, c'est le pendant québécois du système Entrée Express pour le reste du Canada. Donc, c'est basé sur le principe de la déclaration d'intérêt. Les candidats déposent une demande en ligne. On se fait attribuer un pointage selon leur âge, niveau de scolarité, niveau de français, expérience de travail au Canada, aux États-Unis. Et ça laisse plus de latitude au ministère de l'Immigration de sélectionner les personnes selon le profil socio-économique recherché, au lieu du fameux premier arrivé, premier servi qu'on avait depuis plusieurs années, qui a mené à un gros inventaire de dossiers de travailleurs qualifiés. On parlait de plus de 50 000 demandes dans la PAM. Et quand l'immigration de travailleurs qualifiés a fait l'actualité, plus dans les derniers 6 mois, il y avait encore 18 000 dossiers. Mais ce que les gens savent peut-être moins, c'est qu'avant, c'était plus de 50 000 dossiers qui ont été refusés, rejetés pour une étape mal traduite ou une grille de sélection qui a changé 2 fois en cours de route. Donc, là, ce week-end, j'ai eu dans certains dossiers une décision par rapport à un recours collectif pour des travailleurs qualifiés dont les dossiers ont été fermés pour un changement à la grille de sélection. Le ministère va offrir une compensation, une partie des frais de traitement. Donc, le principe, c'est vraiment pour permettre au gouvernement de mieux sélectionner ces immigrants. On parle beaucoup d'aider les entreprises aussi à mieux choisir, avoir accès à de la main-d'œuvre plus rapidement. On aura l'occasion d'en parler au travers de l'émission. Je pense que ce n'est pas nécessairement le bon programme pour ça. Mais reste que la plateforme ARIMA, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plusieurs années que le gouvernement travaille là-dessus. Le gouvernement du Parti libéral, moi je l'ai testé, la plateforme ARIMA l'été dernier. On parle de quel mois? Juillet 2018. Donc, c'était avant les élections. Donc, c'est le Parti libéral qui l'a créé. Et là, maintenant, bon, elle est en opération. Les premières invitations à déposer des demandes sont lancées, surtout pour des gens qui ont des offres d'emploi validées au Québec. Donc, là, j'ai certains clients qui ont reçu une demande. Pour déposer un dossier complet, le ministère s'engage à traiter les demandes en 6 mois. Mais il faut garder en tête qu'il y a un délai de traitement au fédéral de plus de... Seulement, c'est 15 à 17 mois, mais c'est sûr que ça va augmenter les délais de traitement à cause de la baisse des seuils d'immigration. Ça fait en sorte que moins il y a de personnes qui sont sélectionnées et admises au Canada, donc les délais vont s'échelonner. J'aimerais qu'on prenne beaucoup de temps aujourd'hui pour parler des relations Québec-Canada dans l'immigration, de la baisse des seuils et de la résultante dans les prochaines années. Merci. Maître. Ouais, moi, je commencerai par faire une mise en garde par rapport à, je pense que c'est Maître Maxime, le spécialiste de l'immigration, notamment de l'immigration économique ici. J'en fais de l'immigration un peu par la bande, notamment lorsque les gens sont confrontés à des cas de refus et qui veulent contester ce type de décision en contrôle judiciaire, en conflit fédéral. Donc, je peux aider à ce point de vue-là, mais évidemment, comme avocat, j'ai effectivement été contacté par beaucoup de personnes qui étaient dans le contexte des dossiers de 18 000 et qui étaient sur le point d'essuyer un refus, en tout cas lorsque une loi qui n'était pas encore adoptée et qui s'interrogeait de ce que sera l'issue par rapport à leur dossier qu'ils avaient pris le soin de déposer, y compris en investissant beaucoup d'argent. Il faut comprendre que
C'est des dossiers qui, l'immigration est assez complexe, au-delà des procédures, des règles qui existent au Québec et qui sont très complexes. Les gens prennent beaucoup des moyens financiers, un investissement important prennent des décisions importantes, c'est des décisions importantes de famille, d'immigrés, faire le choix de la société québécoise et souvent investissent plus que les droits exigibles par Immigration Québec ou Immigration Canada. Et donc, les gens se posaient dans ce contexte où ils seront refusés ou leur dossier sera rejeté, quels vont être leurs recours, éventuellement pour tout ce qu'ils ont perdu en chemin en termes de frais de test de langue, frais d'examens médicaux, frais, toutes sortes de frais qui vous permettent en fait de préparer un dossier complet qui puisse passer l'étape de la sélection. Donc, pour moi, Arima, l'intention originelle, c'était effectivement d'avoir un processus beaucoup plus cohérent, beaucoup plus harmonisé, d'aligner l'immigration économique surtout sur les objectifs économiques du Québec aussi, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a, parmi la population de personnes qu'on recrute, on puisse satisfaire les besoins en termes de main-d'œuvre du Québec. Donc, c'était ça, je pense, l'intention du législateur, en raison du fait que le système d'avant, de premier arrivé, premier servi, c'est aussi discutable à certains égards si ce système de premier arrivé, premier servi ne servait pas nécessairement les intérêts du Québec et où se trouvait la faille, parce que bien évidemment, des gens ont réussi à être sélectionnés parce que ça reposait aussi sur un système de pointage qui prenait en compte l'éducation des gens, qui prenait en compte les expériences professionnelles. Et donc, ce revirement vers le système Arima pose de nombreuses questions. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre ce soir. Ok, merci. En fait, messieurs, merci vraiment de votre rapport qui vient quelque part non seulement compléter un peu ce que Maître Maxime a dit, en tout cas, on retrouve aussi quelques points de divergences dans votre propos. Et je pense qu'on aura tout le temps de venir à bout de cela. Mais Monsieur Christian Wapi, vous savez, aujourd'hui, vous êtes spécialiste dans votre domaine, mais vous n'êtes pas dans le domaine de l'immigration. Donc, vous pouvez éventuellement apporter votre avis par rapport aux questions qu'on aborde, ou alors vous pouvez poser des questions aussi en tant que monsieur le citoyen X. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à... Oui, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à Arima. Pour compléter ce que les autres orateurs ont déjà dit, je pense qu'il était temps que ce système se modernise. Parce que l'immigration et accueillir les gens comme immigrants au Québec, le Québec n'est pas la seule province, c'est un système de concurrence. Parce que le Québec est plongé dans un Canada et le Canada a une façon de fonctionner. Si, face à la montée, à la réaction que le gouvernement fédéral a dans un système qu'il gère depuis plusieurs années, qui menace, si le Québec n'est pas capable de s'ajuster, ça ne marchera pas. Donc, Arima, il était temps qu'Arima arrive pour que ce soit beaucoup plus proche de l'entrée express. Parce que le contexte économique, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas le choix. Le contexte économique voulant que des délais de 2 ans, 3 ans pour entrer dans un pays, ça ne marche plus. Il faut un système qui permette de rendre adéquat, de régler les problèmes de délai, de donner le pouvoir de donner au pouvoir public la possibilité d'être agile, d'être en mesure de se donner une loi qui permet aux décideurs ou aux politiques de s'ajuster lorsque la situation ne permet plus. Non, l'ancien système était trop, je le trouvais assez rigide, ça ne permettait pas de... C'est sûr qu'il y a des enjeux qui vont s'en venir. Oui, bien sûr, on compte sur vous pour nous aider à voir avec une lunette d'économiste comment est-ce que ça va pouvoir impacter bien sûr l'évolution dans la société. Alors, très cher Aïssa, est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça actuellement, où on en est, et vous êtes bien sûr dans le même contexte? C'est qu'actuellement, je vais ajouter juste un
petit quelque chose par rapport à ce que les autres orateurs ont déjà dit. Mais moi, personnellement, le sentiment que j'ai concernant la nouvelle loi et le système ARIMA et tout ce qui va avec, c'est sûr qu'ARIMA lui-même, je trouve que c'est une belle chose, mais par contre, j'ai comme un sentiment de rétroactivité dans cette loi-là concernant les demandes qui avaient déjà été déposées concernant les 18 000 dossiers en question qui faisaient l'objet des débats dans l'actualité récemment. Oui, ARIMA, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, notamment sur le fait que ça va permettre d'aller chercher vraiment les personnes dont le Québec a besoin pour venir répondre aux besoins actuels de main-d'œuvre. Mais par contre, il aurait fallu peut-être penser à ceux qui avaient déjà déposé leur demande et de trouver une solution parce que, comme Christian l'a dit, c'est comme un système de concurrence entre les provinces. Est-ce que les gens ne vont pas se dire peut-être, moi, je suis mieux de déposer ma demande pour aller dans une autre province? C'est comme vraiment un système de concurrence où chaque province doit comme attirer en fait des immigrants à venir dans cette province-là. Donc, c'est plus ça que je voulais ajouter. OK, parfait. Fait que votre ajout est d'autant plus important que ça nous permet de regarder rapidement sur le point culminant. Comme le disait, si je relève les propos de Maître Siporo et de Maître Maxime, tout revient aussi à regarder la relation entre le Québec et le Canada. Donc, il y a comme deux monstres, pas deux monstres, deux poids, et on dirait qu'il y a un poids qui est au-dessus de l'autre. Alors, je pense que celui qui est mieux placé, on aimerait savoir, par rapport aux lois, quel est l'impact des décisions du Québec, du Canada sur le Québec par rapport à cette loi-là? Donc, les relations d'immigration entre le Québec et le Canada, c'est géré par l'accord Canada-Québec sur la sélection des ovins, qui date de 1991. Donc, qui donne des pouvoirs au Canada de créer des catégories d'immigration, qui donne des pouvoirs au Québec de pondérer dans les catégories d'immigration et de sélectionner, donc donner des certificats de sélection au Québec, et aussi donner des certificats d'acceptation du Québec pour un travail temporaire ou pour un étudiant temporaire. Donc, le Québec peut créer ses propres balises. Mais moi, je le dis souvent, la porte de sortie à l'immigration, c'est toujours le fédéral. Donc, c'est le fédéral qui va donner l'admission sur le territoire après un examen de santé et sécurité. Mais le fédéral, c'est souvent la porte d'entrée aussi. C'est ce bout-là qui est un peu mal compris par la population parce qu'on entend souvent dans les médias, le Québec contrôle son immigration, c'est faux. La porte de sortie, c'est fédéral. La porte d'entrée, c'est souvent fédéral. Moi, je fais beaucoup de dossiers de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est dans le programme de travailleurs étrangers temporaires. Et il y a une décision conjointe qui est rendue par le Service Canada. Donc, c'est Emploi Développement Social Canada qui va regarder si l'entreprise fait tous les efforts nécessaires pour trouver un Canadien pour un poste. Et le Québec qui va regarder les conditions d'emploi si on paye le même salaire qu'on paierait un Québécois pour un travailleur étranger temporaire. Donc là, il y a une lettre conjointe et ensuite, on applique pour un permis de travail qui est émis par le Canada de toute façon. Donc, si Emploi Développement Social Canada dit non, il n'y a pas de pénurie dans votre domaine, monsieur, la PME, ou votre affichage de poste est mal fait, ou le salaire que vous donnez n'est pas conforme à ce que vous devriez donner en vertu du guide des salaires sur le champ emploi. Bref, si le fédéral dit non, ça ne va pas plus loin. Donc, les relations Québec-Canada, Canada, toujours la porte de sortie, souvent la porte d'entrée. Moi, je fais des parrainages. Donc, un citoyen canadien, une Canadienne qui marie un étranger, qui veut la parrainer pour venir au Canada, on doit déterminer l'admissibilité du parrain. C'est l'étape 1. C'est le fédéral. Si le fédéral dit non, monsieur, vous n'êtes pas admissible pour X raisons, ça ne va pas plus loin. Si le fédéral dit oui, là, on demande un certificat de sélection du Québec, on l'a automatiquement en temps d'un mois, et on suit le chemin au travers de la résidence permanente, la porte de sortie Canada, la porte d'entrée Canada dans ces deux dossiers-là. Donc, pour ce qui est d'ARIMA, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens que là, on a un contexte global de baisse de seuil d'immigration au Québec. On a un gouvernement qui a été élu majoritaire et qui a dit, nous, on veut moins d'immigration. Et au fédéral, on a un gouvernement qui est en élection au mois d'octobre, qui dit, nous, on veut 1 million d'immigrants sur 3 ans. On veut plus de 300 000 immigrants par année. Donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est clairement pas sain. On rapetisse la taille du Québec dans le Canada si on baisse l'immigration au Québec pendant que le Canada monte son immigration. Et là, je pense que tout le monde à la maison devrait se poser des sérieuses questions. Il y a une élection fédérale au mois d'octobre. Donc là, on a un gouvernement libéral qui veut plus d'immigration.
Il y a un gouvernement conservateur qui veut généralement moins d'immigration, mais qui veut aussi laisser au Québec plus de latitude. Donc, là, deux choix. Soit il va y avoir moins d'immigration partout au Canada, incluant le Québec, ou sinon, le gouvernement conservateur, si jamais ils étaient élus, ils vont dire au Québec, vous gérez votre immigration comme vous voulez. Et là, le Québec se rend compte actuellement que la baisse des seuils d'immigration, ce n'était pas une bonne idée. Ils veulent déjà remonter l'immigration à 52 000 dans le plan 2022. Ce qui est exactement le même niveau que l'an dernier avec les libéraux. Donc, et le bout qui est un peu plus sensible, je pense, il y a eu une étude récemment pan-canadienne. Les Canadiens en général souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. Oui, c'est. En fait, je l'ai relevé aussi. Il y a dans un compte rendu Ipsos, là, il était dit que 55% de Québécois étaient d'accord que l'immigration était importante. Cependant, 45% trouvaient qu'il y avait déjà trop d'immigrants et qu'il fallait diminuer le taux d'immigration. D'où je rebondis avec Maître Siporo. Est-ce que vous ne croyez-vous pas qu'avec avec Arima actuellement, qui fait une sélection, ce ne serait pas comme essayer de donner des postes, je viens à un point très, très sensible, des postes sous-qualifiés à des immigrants. Et pour revenir à ce que Maître Maxime disait, je pense qu'il y a une considération fondamentale qu'il faut mettre sur la place, c'est que les États ont toujours eu la liberté de choisir leurs immigrants, quelle que soit la formule, que ce soit la formule de première entrée ou une formule basée sur une déclaration d'intérêt, vers laquelle on tend avec Arima, d'où les relations un peu parfois complexes entre le fédéral et le provincial. C'est qu'à la fin de la journée, c'est le Canada qui est, au niveau international, l'entité souveraine, donc la plénitude de sa souveraineté lui donne la latitude de décider des critères quant à savoir qui rentre et qui ne rentre pas. La spécificité de l'immigration, c'est que c'est une compétence aussi concurrente à certains égards au niveau du Canada, concurrente avec les provinces, qui peuvent donc négocier, comme dans le cadre de cette entente, d'avoir un certain contrôle sur la sélection des personnes qui veulent arriver dans leur province spécifiquement. Mais le principe sur lequel on doit être à peu près tous d'accord comme point de départ, c'est que, les États, aujourd'hui on peut dire, les États y compris le Québec, ont la liberté de choisir qui ils veulent comme immigrants. Ça, c'est le principe. Une fois qu'on là, ce n'est plus le fédéral, le Canada qui est je veux dire que ce soit Maxime. Oui, le Québec aura un droit, ou peut-être un droit de regard, notamment à partir de la sélection. C'est le Québec qui délivre les certificats d'acceptation du Québec, les certificats de sélection, etc., en vertu de cette entente qui permet au Québec d'avoir une certaine vue par rapport aux électeurs qui veulent sélectionner. C'est tout à fait, c'est dans les relations intra-canadiennes. Mais je veux dire, quand on sort au-delà du Canada, il faut que les gens qui viennent de l'extérieur comprennent que les États ont le contrôle absolu sur qui ils veulent admettre sur leur territoire. Donc, à partir de là, ça c'est pour les vis-à-vis des autres. Maintenant, quand on est société canadienne, société québécoise, on doit s'interroger par rapport à la meilleure loi. Quelle est la meilleure formule qui nous permet non seulement à la fin d'être objectif à l'égard des immigrants qu'on veut sélectionner, en évitant toutes sortes d'arbitraires, et donc d'où la question de la loi rétroactive ou pas, donc c'est un enjeu qui se pose. C'est-à-dire le passif d'immigration qu'on avait, le dossier d'immigration qu'on avait avant la nouvelle loi, qu'est-ce qu'on en fait? Alors le gouvernement actuel a fait un choix qui est difficile pour les personnes qui avaient déjà introduit un dossier, mais par ailleurs, il y a des dispositions transitoires dans la nouvelle loi qui permet à ceux qui de l'expérience québécoise qui résidaient déjà sur le territoire à un moment donné, d'ici 2020, de pouvoir réintroduire leur dossier avec certaines préférences par rapport au nouveau dossier. Donc, de ce point de vue-là, il faut que nous comprenions que, voilà, au Canada, ils ont la priorité, ils ont le pouvoir de décider qui veut admettre sur leur territoire. Okay. La question de sous-qualification, oui, Arima permet cela d'une certaine façon, mais parce qu'on veut qu'arrivent au Québec désormais des personnes qui vont pouvoir trouver leur place, qui vont pouvoir s'intégrer. C'est pour ça que l'un des objectifs de la nouvelle loi, c'est vraiment de favoriser l'intégration, notamment la francisation,
l'appropriation des valeurs démocratiques, des valeurs de la société canadienne et québécoise, au travers de la charte québécoise des droits et des libertés. Est-ce que ça va... C'est un problème qui se pose toujours. C'est-à-dire que mon expérience personnelle me permet de dire que oui, ce n'est pas clairement dans le domaine des docteurs en droit ou comme avocat qu'on a dicté le rythme 2, parce que je pense qu'on a une bonne expertise québécoise dans le domaine, et que dans certains métiers, dans certains secteurs, qui ne sont pas nécessairement des métiers du tertiaire, et des services et autres, on a plus besoin de main d'œuvre. C'est une réalité économique. Non, mais actuellement, ce qui arrive, c'est que les premières personnes qui sont invitées à déposer dans l'ANIMA, c'est ceux qui ont une offre d'emploi validée. Donc, j'en ai des clients qui ont une offre d'emploi validée. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement caquiste qui, en fin d'année, veut dire, nous, on a respecté notre engagement électoral de 40 000. Donc, vous voyez, donc ça veut dire ce qui va arriver, ça semble là, le Québec commence à envoyer des invitations pour donner un bon signal que bon, la plateforme elle fonctionne. Ouais. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il ne se passera probablement pas grand-chose au niveau, en fin d'année, pour arriver à 40 000. Et ensuite, on est toujours pris au délai de traitement du fédéral. Donc, vous aviez raison tout à l'heure dans votre commentaire, vous aussi, au niveau du contexte économique, mais il y a aussi le contexte politique. Là-dedans, on a un enjeu, contexte social aussi. Ouais. On a une population qui veut moins d'immigration. Autant on a des baby boomers quand même, là. Et ça, donc c'est d'attacher tout ça ensemble. Donc, alors, ce qui va arriver, selon moi, c'est qu'il y aura très peu d'invitations qui vont être formalisées parce qu'on a 40 000 CSQ. Puis on a eu cette discussion-là sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle le programme Expérience québécoise pour les étudiants a été suspendu avec un arrêté ministériel le 10 juillet, la même journée qu'il y a eu l'arrêté ministériel, justement pour déterminer les conditions d'ARIMA qui vont être invité à déposer. C'est parce qu'on a un 40 000 à atteindre, donc on ne s'en sort pas. Ouais. Et là, il y a des étudiants internationaux qui viennent d'avoir leur diplôme. Il y a deux conditions. Un diplôme au Québec parle français. Donc là, les ministères ont dit, mon Dieu, on reçoit nos mails. Ça monte de l'autre côté pendant qu'on et puis moi, ma position par rapport à ça, le programme Expérience québécoise volet étudiant, la décision de suspendre, je pense que c'est une bonne décision, parce que le gouvernement n'a quand même pas le choix de respecter son engagement, puis le ministère de l'Immigration, ils gèrent la demande du politique. Mais ces gens-là sont pas mal pris là, sur le territoire, là, vous savez, avec un diplôme du Québec, exemple, un bac universitaire 3 ans, vous avez 3 ans de permis de travail post-diplôme pour aller travailler où vous voulez. Puis le programme Expérience québécoise va être travailleur, mais lui, il n'est pas fermé. Donc, moi, j'en ai eu des clients qui m'ont appelé, des clients ils criaient après moi pour que je prenne un recours contre le gouvernement, mais je disais, madame, je ne peux pas vous prendre un recours contre le gouvernement. Foncièrement, je pense que c'est une bonne décision. Là, ça permet aussi. Le but d'ARIMA, c'est de permettre au gouvernement de voir ce qui se passe et de dire, ah, ça, c'est un bon profil, on le prend. Lui aussi, on va le laisser attendre un petit peu au lieu de dire, bon, on a ouvert à 5 000 demandes. Après une demi-heure, le programme est ouvert, c'est plein. Puis là, ça, c'est pas un bon dossier, ça non plus. Les dossiers demeurent tablettés. Moi, j'avais 2 dossiers, on en a parlé la dernière fois. J'avais 2 dossiers de 2014 dans ce programme-là. Pensez-vous que ça va régler quoi que ce soit dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre? Pas du tout. Donc, moi, personnellement, pour le PEC volet travailleur, je ne mettrai aucune limite. Donc, 2 conditions. Parle français, travaille depuis 1 an. Je baisserai le niveau de français. Le niveau B2, c'est trop élevé. Je pense qu'il y a même des Québécois de souche en région, dans le secteur manufacturier, qui n'ont même pas le niveau de français qu'on demande à nos immigrants. Donc là-dessus, il y a peut-être un petit problème. Mais je ne mettrai pas de limite. Si une année, on a 100 000 personnes, bien, on en a 100 000. Premièrement, le Québec, avec l'accord Canada-Québec, peut aller chercher 23 % de l'immigration. Est-ce qu'il ne pourrait pas sortir une loi qui puisse exclure, bien sûr, les personnes qui sont dans le dossier du PEC du décompte de 40 000? Moi, j'ai des discussions à haut niveau avec des directeurs à l'immigration qui me disent souvent la même chose. C'est le Québec a demandé au Canada ce qu'il veut en matière d'immigration. Donc, là, ce que le Québec faudrait qu'il fasse, c'est prendre l'accord Canada-Québec, dire au prochain ministre au mois d'octobre, dire salut, l'article 33 de l'accord Canada-Québec, ça dit que chacune des parties peut demander à l'autre de rouvrir l'accord dans un délai de 6 mois. Donc, voici, dans 6 mois, on se rassoit. Et là, le Québec devrait dire au fédéral au moins 2 choses.
L'inventaire actuel de dossiers, vous allez le traiter dans la prochaine année pour que nous, au Québec, on puisse repartir à zéro. Là. Donc, à zéro à la sélection et l'admission. Parce que là, le problème, moi, je fais beaucoup de dossiers migrants investisseurs. Les gens ont leur certificat de sélection du Québec, mais ça prend 48 mois pour avoir l'admission par le Canada. Donc là, les clients, ils ne veulent pas investir au Québec. C'est des gens qui prêtent 800 000 $, 1 200 000 $ à Investissement Québec pendant 5 ans. Donc là, ce n'est pas attrayant de dire je vais arriver dans 5 ans, je te prête 1 200 000 puis après, je vais pouvoir rentrer. Donc, ça ne fonctionne pas. Le Québec devrait dire au Canada, claire mon inventaire pour que là, on reparte à zéro. Puis après ça, nous, au Québec, on dit parfait. Programme Expérience québécoise doit être travailleur de conditions de travail depuis 1 an à parle français. Il n'y a pas un Québécois ici qui va pouvoir dire que les gens ne sont pas intégrés. Donc, il n'y a pas de limite. Si une année, on en a, c'est juste 12 000, ben, c'est 12 000, mais si c'est 80 000, on les prend tous. Je sens que M. Wapi Paul de réagir depuis. Oui, je vais revenir à la source de l'immigration. Immigrer, lorsqu'un État demande à des gens de venir de l'étranger, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, s'il n'y avait pas de problème, naturellement, on n'aurait pas de besoin d'immigration. Il y a des pays dans le monde où l'enjeu économique, l'enjeu politique, rien ne justifie qu'on ouvre le pays à des immigrants. Maintenant, quand on le fait, c'est qu'il y a un problème. Dans le cas présent, le problème de fond dans l'immigration, de façon générale, est démographique. Donc, ça veut dire, on veut avoir des gens sur le territoire. Maintenant, comment on règle un problème démographique? On règle un problème démographique de deux façons. Soit on fait venir des gens, soit on travaille sur le long terme sur une politique de natalité. Parce que la richesse, qu'on le veuille ou pas, se trouve dans l'humain. C'est l'homme, par son intelligence, crée la richesse. Donc ça veut dire, lorsqu'on choisit de partir du côté immigrant, il faut ajouter à ça, il faut combiner à ça, j'ai toujours dit ça, c'est mon opinion, il faut combiner à la politique d'immigration une vision à long terme qui doit associer des politiques natalistes cohérentes. Apparemment, ce n'est pas ce qui est fait, donc pour moi, ce sera lent. Maintenant, les intérêts politiques, l'immigration a un intérêt démographique, politique aussi, on le sait déjà, politique, économique. Que les gens arrivent ici et ne participent pas de façon directe à l'activité économique ne signifie pas qu'il n'y a aucun intérêt qu'ils soient là. Parce que les politiques publiques sont aussi basées sur le fait qu'il y ait des consommateurs, qu'il y ait des payeurs de taxes, qu'il y ait des consommateurs qui fassent rouler l'économie. Donc ça veut dire arriver et ne pas travailler. C'est bien de travailler. Arriver et ne pas travailler, on aide quand même la société. Dans un but économique. Donc, c'est ça. On ne va pas le nier, on est face à un vieillissement de la population. On peut, des retraites qui vont se payer, il y a un problème, donc il faut trouver une façon de régler. Et tout ça étant mis sur la table, ça m'envoie le message que l'État, le Québec, doit être en mesure de s'approprier sa politique. S'approprier, pour le moment, moi j'estime malgré toutes les lois qu'elle n'a pas assez de pouvoir pour il y en a déjà un peu, mais elle n'a pas assez parce que ce n'est pas un État souverain. Tout à l'heure, vous nous disiez, pas d'entrer au Canada, pas de sortir du Canada. Pas le choix. CSQ, lorsqu'on vous sélectionne avec un CSQ, on vous donne le CSQ, c'est le fédéral qui contrôle le rythme, la cadence. Je te donne le CSQ après 6 mois, mais est-ce que j'ai l'attitude de dire qu'après 1 an, ou même après 6 mois, tu seras ici? Non. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3. C'est une grosse faiblesse d'Arima, d'ailleurs. Et Arima, justement, c'est ça. Arima ne règle pas le problème. Rajoute une étape. Parce qu'Entrée Express, dans le fond, au fédéral, quelqu'un peut faire une demande et est invité à faire un dossier complet. En 6 mois, il est rendu au Canada. L'informatique du fédéral, si vous avez un portail de représentant de l'immigration fédérale, l'informatique, c'est super bien, cette chambre. Entrée Express, c'est un programme qui marche depuis plusieurs années. Le Québec n'était pas obligé de dupliquer l'informatique, l'administration. Il y avait juste dire, nous, on va prendre le programme canadien qui fonctionne. Avant de continuer avec mes questions, j'aimerais que notre chère Madame Raissa puisse rebondir par rapport à ce point où on est, à moins qu'elle ait une question.
Moi, j'ai plus une observation, en fait, ou plutôt un point de vue pour revenir sur ce que Maître Maxime a dit tantôt concernant le programme d'expérience québécoise pour les étudiants. Et moi, en fait, la question que je me pose, c'est sûr qu'il y a un besoin de main-d'œuvre au Québec, ça, on ne se le cachera pas, mais je me dis, plutôt que de suspendre un tel programme pour peut-être mettre des efforts sur le programme allemand, est-ce que le gouvernement québécois ne gagnerait pas mieux à mettre plus ses efforts sur ceux qui sont déjà sur le territoire et qui sont prêts à contribuer directement parce qu'on s'entend qu'ils ont quand même un diplôme ici. Certainement, ils parlent français parce qu'ils ont étudié ici aussi. Pour programme expérience québécoise, premièrement, il y a deux volets. Il y a le volet étudiant et le volet travailleur. Le volet travailleur est encore ouvert. Moi, personnellement, le problème que je constate dans le programme régulier de travailleurs qualifiés à l'IMA, entrée express à la limite, c'est qu'on donne la résidence permanente à quelqu'un basé sur son diplôme, son CV, son certificat de naissance, son niveau de langue. Donc, moi, personnellement, si j'étais ministre de l'immigration, puis ça fait partie de mes recommandations que j'envoie souvent en politique, c'est possible, je ne sélectionnerais personne de manière permanente. Je prendrais uniquement la conversion d'un statut temporaire à permanent. Donc, moi, selon moi, le programme d'expérience québécoise, c'est le programme le plus performant au Canada parce qu'il demande un an d'études ou un diplôme entrée express pour appliquer comme expérience internationale au Canada. Ça prend de l'expérience de travail au Canada et un diplôme. Donc, là, selon moi, le programme d'expérience québécoise pour étudiants était malheureusement un peu trop bonbon. C'est un peu trop facile. On ne donne pas la résidence permanente dans un pays à quelqu'un qui a un diplôme. Moi, si je vais étudier aux États-Unis, est-ce que je vais devenir américain parce que j'ai gradué aux États-Unis et je parle anglais? Non, il n'y a pas un pays qui fonctionne comme ça. Donc, moi, je pense que c'était un programme qui est un peu trop facile, qui n'était pas beaucoup connu. Tu sais, on parle de 3-4 000 demandes par année, donc ça n'a jamais été. Mais là, de plus en plus, les gens le savent avec Internet, ça voyage. Donc, c'est de plus en plus populaire. Moi, j'ai habité à Hong Kong pendant 3 ans. Et donc, j'avais un permis de travail, j'avais le droit d'aller chez le médecin, j'avais une assurance privée. Après 7 ans de résidence à Hong Kong, tu deviens résident permanent. Donc, c'est comme un automatisme, mais c'est une conversion de résident temporaire à résident permanent après 7 ans. Donc, moi, je trouve que c'est un peu trop généreux de sélectionner quelqu'un de manière permanente au Québec. Compte tenu des avantages sociaux qu'on a ici, l'assurance maladie, l'éducation, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faudrait avoir vu les gens à l'œuvre, venir travailler ici. Après, on va vous la donner, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Ça, c'est parce que vous comparez l'étudiant qui est ici avec un travailleur qui est ici. Mais la logique qui a mené au PEC étudiant, c'est qu'on comparait la personne qui fait une demande de CSQ étant au Japon ou en Chine ou en France, qui nous montre un diplôme français, et un Québécois, quelqu'un qui a étudié au Québec, c'est ça, c'est cette vision-là. C'est cet avantage-là qu'on comparait dans le fond. C'est-à-dire, on comparait quelqu'un qu'on sélectionnait avec un CSQ, qui était encore à l'étranger, et quelqu'un qui est ici, et qui a étudié dans l'université ici. C'est plus eux qu'on comparait, qu'on essayait de baisser les ratios de ceux qui venaient d'étrangers pour donner un avantage à ceux qui étaient là. Non, mais à base, le Québec a un problème de rétention de ses étudiants internationaux. Alors, c'est ça le problème. Mais le problème de la rétention, est-ce que ça se pose foncièrement du point de vue de la formule par laquelle on devient immigrant permanent ou par la difficulté à intégrer, y compris même des personnes formées sur place? Parce qu'évidemment, il y a une grosse immigration secondaire à l'intérieur, c'est-à-dire à part des gens qui arrivent, même internationaux, finissent au Québec, sont diplômés, mais se trouvent un travail, une job ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché pendant 2-3 ans au Québec, ils n'ont pas réussi à se faire intégrer par le moyen du travail qu'ils recherchent activement. C'est-à-dire qu'on les a formés, ce sont des ingénieurs, des bacheliers dans leur domaine d'expertise, donc ils sont immédiatement capables de rentrer sur le marché de l'emploi. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est la dimension sociale et la perception de l'immigration que vous évoquiez tantôt, là où se pose le véritable problème. C'est-à-dire qu'au niveau politique, bien sûr, on développe des doigts, on met en place des politiques publiques, mais je pense que la majorité de la société n'est pas suffisamment sensibilisée à l'intérêt de l'immigration, à l'intérêt. C'est quoi un immigrant? L'image
que l'immigrant renvoie généralement, c'est le miséreux qui vient d'un pays où il y a des soucis et qui vient profiter du système social déjà bien construit et autres. Mais on ignore qu'il travaille, qu'il contribue, qu'il paye des taxes, qu'il contribue à l'économie dans laquelle il veut s'insérer et qu'il va avoir un apport, et que la retraite que ceux qui touchent maintenant, c'est la retraite qui est travaillée par justement cette force immigrante-là. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation, mais vraiment de masse, à l'intérieur de la population, qu'on sache véritablement pourquoi on a besoin d'immigrants et quelle est leur utilité sociale. Je pense que ça briserait beaucoup de glace. Les gens vous racontent leur expérience, une différence fondamentale entre le Québec et Toronto. Quand ils vous disent j'arrive à Toronto, je suis considéré rapidement comme quelqu'un qui fait partie de la société, qui peut tout de suite, on ne se pose pas de questions sur mes origines, si je parle la langue ou pas. Pratiquement personne ne parle correctement l'anglais. À Toronto, c'est une ville cosmopolite où vous retrouvez tout le monde. Donc, il y a cette difficulté. La société québécoise a ses particularités, a son identité propre. C'est une difficulté, c'est un défi avec lequel le système va composer. Il faut composer. Donc, là, j'ai deux autres questions que j'aimerais rapidement. C'est des questions assez courtes qui pourraient, peut-être on a déjà répondu, mais objectivement, quel pourrait être l'impact d'Arima sur la politique gouvernementale au niveau de l'accueil, bien sûr, des personnes qui ont terminé? Quel est l'impact d'Arima? L'impact d'Arima, premièrement, c'est au niveau de la charge de travail des fonctionnaires, parce que là, ils ne sont plus obligés de traiter les dossiers. Ils peuvent avoir un pas de recul pour regarder quelle candidature les intéresse. Dans la mesure où la grille de pointage, elle est bien faite, puis elle répond aux désirs du gouvernement pour les immigrants qui veulent aller chercher, c'est bon. Donc, ça, c'est l'impact positif. Ce que le ministre dit, c'est que ça va aider l'adéquation entre le marché du travail et l'immigration, mais c'est faux. Le problème, il y a 2 ans de délai de traitement fédéral. Il n'y a pas, à moins que le ministre dise, OK, bon, discours d'immigration, ça va, je veux recruter un travailleur temporaire. Donc, on a parlé tantôt, programme de travail étranger temporaire, tout ça. Étude de l'impact sur le marché du travail, c'est 1 000 par travailleur. Il y a 400 de frais gouvernementaux du Québec. Donc, en partant, c'est 1 400 de frais gouvernementaux pour qualifier l'entreprise, voir s'il y a une pénurie de ça. Il y a des codes de dispense. Donc, on essaie de les utiliser le plus possible. Donc, c'est le programme de mobilité internationale. Il y en a un qui est excellent. C'est la dispense pour un travailleur qualifié sélectionné par le Québec, qui a déjà un CSQ et qui a un permis de travail valide. Lui, s'il veut changer d'employeur, on ne peut pas refaire une évaluation de l'impact sur le marché du travail. Donc, ça, c'est bon. Mais il faudrait créer un autre code de dispense pour un travailleur qualifié sélectionné par le Québec sur Arima qui n'a pas nécessairement de permis de travail valide pour le faire arriver le plus vite possible. Parce que sinon, quand le ministre dit que ça va aider les PME à trouver le travailleur, s'il y a 2 ans avant que le travailleur arrive à cause du délai de traitement du fédéral, on va rien régler. Est-ce que les étudiants, je reste toujours dans mon même sillage, est-ce que les étudiants qui terminent là doivent s'inquiéter? Je pense qu'ils sont peut-être en meilleure position aujourd'hui avec le programme d'expérience québécoise que ceux qui doivent venir de l'étranger. Je pense que de ce point de vue-là, ils ont peut-être un léger avantage. Je pense aussi qu'il y a une sensibilisation à faire, que les gens mieux informés pourraient orienter leur recherche d'emploi, en tout cas leur formation. Ce que nous faisons, à ce que ce soit plus en adéquation avec les besoins économiques du Québec aussi, pour se garantir la possibilité de trouver plus facilement de l'emploi à la sortie. Donc, oui, bien sûr, il y aura des écueils à la mise en œuvre de la loi, mais je ne pense pas qu'il faille s'offusquer outre mesure. Aussitôt qu'on aura compris, en tout cas, les recommandations que Maître Maxime et les autres experts en immigration formulent auprès du gouvernement pour justement que si on veut attirer plus de main-d'œuvre, il faut rendre la loi plus flexible, et surtout mieux travailler sur ces relations entre le Québec et le Canada par rapport à l'enjeu des délais, parce que c'est quand même important. Le Québec pourrait donner tout le temps des CSQ, mais si à la fin de la journée, ça prend 2 ans pour faire venir quelqu'un, ça rend toujours la tâche impossible de rencontrer les objectifs économiques que vise le système. Les gens, ils ont quand même le permis de travail post-diplôme, c'est quand même bien. On peut aller travailler pour n'importe quelle entreprise. Après ça, on bascule en résidence permanente dans le programme Expérience québécoise volet travailleur, qui a eu d'ailleurs une grosse réforme l'année passée, le 2 août 2018. Parce qu'avant, le programme Expérience québécoise volet travailleur,
c'était pour des professions spécialisées au sens de la classification nationale des professions. Donc, c'était cadre professionnel technique, ce qu'on appelle 0AB au sens de la classification nationale des professions. Et le 2 août 2018, le Québec a élargi, donc là, c'est les libéraux, là, on voit qu'un gouvernement à l'autre. Les opérations du ministère sur leur cours. Donc, ils l'ont élargi à tous les types d'emplois, donc les emplois peu spécialisés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, exemple, quelqu'un qui a un diplôme universitaire, qui a un permis de travail post-diplôme, dès qu'il va cumuler 1 an d'expérience à temps plein, même s'il travaille au Simons, il va avoir accès à la résidence permanente dans la mesure où il y a un diplôme du Québec qui est reconnu, puis il parle français. Donc, ces gens-là, selon moi, sont vraiment pas mal pris. Et pour on avait un peu la même discussion quand c'était le cas des 18 000 dossiers, et les gens criaient au loup, mais il y a des gens qui ont mis toute leur vie sur le fait que c'était sûr à 100% que leur dossier allait être accepté. On dit que ces gens-là n'ont jamais pris, considéré que le dossier peut-être va être refusé parce qu'il est mal monté. Bon. Donc, les gens j'en ai lu sur des forums, des gens là-dedans, dans son pays, refusé de s'acheter une voiture pour garder son argent, lâcher l'école parce que son diplôme était pas comme s'attendait. Donc, il y a un peu d'éducation à faire de part et d'autre. Dans la population québécoise, pour comprendre les bienfaits de l'immigration, il y a des entreprises qui cherchent 25 soudeurs, par exemple, pour avoir un chiffre d'affaires, pour ne pas fermer leur usine non plus. C'est pas vrai que les retraités du Québec vont aller faire ces corps de travail-là. Ça prend de la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre, c'est le programme de travailleurs étrangers temporaires qui prend 20 semaines de traitement et qui coûte 1 000 par travailleur. Donc, selon moi, le problème est global à l'immigration. Est-ce que oui, on a encore l'étudiant, 13 minutes. Je ne pense pas que, pour répondre à la question, les étudiants devraient s'en inquiéter. Ils ont quand même beaucoup de possibilités de choix après les études ici. Je pense nécessairement que le fait d'avoir suspendu le PEQ étudiant, c'est beaucoup plus politique. Je pense c'est une question de quota, donc c'est suspendu jusqu'en novembre. Je pense que j'anticipe qu'en novembre, ça va revenir régulière ou en 2020. Parce que nécessairement, je pense qu'ils comprennent aussi ce que nous comprenons. Quand on a étudié au Québec, et qu'on a un diplôme du Québec, et qu'on a déjà réussi à avoir un travail ici, un permis de travail, on est aussi. C'est pas dans l'intérêt du Québec de voir partir son diplômé d'ici, parce que le programme Entrée Express fait qu'il traverse l'autre côté de la province et il se retrouve ailleurs. Il y a cette concurrence, là, je pense pas que ce serait un avantage de pouvoir faire de quoi pour ne pas garder un diplômé du Québec ici. J'aurais une question. Pour toi, c'est quoi je voudrais comprendre, c'est quoi un travail validé dans une offre d'emploi validée? Offre d'emploi validée. Ben, c'est un employeur qui va dire au ministère du Québec, il va payer un frais gouvernemental de 199 $ pour faire valider son offre d'emploi, pour dire, moi, dans ma compagnie, bon, j'ai essayé de recruter. Ça ressemble un petit peu au programme de travailleur temporaire, pour montrer des états financiers, des preuves de recrutement, mais dire, moi, je vous garde un emploi quand votre immigration va être terminée. Donc, l'employeur paie son frais gouvernemental, après, il va avoir une offre d'emploi validée pour vous. Et ça va accélérer. Donc, vous, dans Arima, vous allez monter parce que ça montre qu'il y a un employeur qui est prêt à vous engager ici. Donc, moi, les invitations des clients que j'ai actuellement, c'est des gens dont l'employeur a fait valider une offre d'emploi permanente pour dire à l'immigrant, dès que tu arrives, tu as un emploi ici. Donc, ça sécurise un petit peu. Il y a quand même des frais pour un employeur qui est mal pris dans un système, qui cherche des employés. Il doit encore payer des choses. C'est un petit frais, là. C'est 199 $. C'est juste qu'il y a une documentation à fournir et un délai de traitement. Mais dans la mesure où, si on utilise la validation d'offre d'emploi, exemple, pour un dossier dans les 18 000 dossiers refusés ou pour quelqu'un au Québec qu'on va aider à permanentaliser, comme dit le ministre de l'Immigration, ça va parce que la personne a continué à travailler, bon, puis ça suit son cours, on valide l'offre d'emploi. Mais si moi, j'ai une PME, puis j'en ai des clients qui m'appellent pour me dire ça, on a validé une offre d'emploi à monsieur au Sénégal, mais il ne va pas arriver en dedans de 2 ans, là, donc c'est l'autre programme, travailleur étranger temporaire, puis on s'en vient avec un permis de travail qu'on convertit en résidence permanente.
Moi, je pense que, puis je trouve ça un peu triste dans l'actualité qu'on ne parle jamais de ce programme-là, parce que c'est le bon chemin pour régler la pénurie de main-d'œuvre. C'est un programme, comme j'ai dit, qui a toutes sortes de problèmes, malheureusement. Mais pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça. On arrive avec un permis de travail, et ensuite on travaille pendant un an, on parle français, ça va. Donc, oui, Raïssa. J'ai une autre question pour vous, maître Maxime. Ça concerne le programme de travailleurs temporaires dont vous venez de parler, lui qui prend 20 semaines pour être traité. Je me demandais en fait, c'est quoi le lien avec l'arrivant? Quelqu'un qui arrive, un immigrant qui arrive à travers ce programme-là, est-ce que lui, pour, mettons, rester de façon permanente, savez-vous, c'est quoi le lien avec l'arrivant? Est-ce qu'il faut qu'il déclare son intérêt? Comment ça fonctionne? Moi, personnellement, je ne vois pas le point de multiplier les demandes. Non, mais exemple, j'en ai des clients, ils ont eu une offre dans RIMA pour présenter un dossier, mais comme je disais, avec les délais de traitement pour avoir le certificat de sélection, ben, le ministre s'engage à traiter les dossiers en dedans de 6 mois. Puis ensuite, j'ai un 2 ans en fédéral. Donc, ce que je fais dans ce dossier-là, les clients, je leur dis, OK, au niveau permanent, vous faites votre demande dans RIMA, ça suit son cours, mais là, si vous voulez venir travailler immédiatement, on fait une demande dans le programme de travailleurs étrangers temporaires pour vous donner un permis de travail. Puis ensuite, on va regarder quel des deux arrive le premier. Okay. Donc, le but, c'est pas de venir dans le programme de travailleurs étrangers temporaires et de faire une demande par RIMA, c'est plus de venir dans le programme de travailleurs étrangers temporaires avec un permis de travail et de prendre le programme Expérience québécoise pour travailleurs, qui demande 2 conditions, on travaille depuis 1 an par le français. Les gens qui vont vouloir peut-être passer par RIMA, c'est des gens qui vont faire plus de points en ayant justement une offre d'emploi validée, même s'ils sont déjà sur les lieux du travail, mais qui ne font pas assez de points pour le français. Et je pense, entre autres, il y a beaucoup de travailleurs des Philippines qui viennent, qui sont très appréciés au niveau de la main-d'œuvre, les employeurs sont contents, mais au niveau de la francisation, c'est clair qu'en 1 an de travail, on ne va pas les amener au niveau B2, donc il va falloir renouveler le IMT, ou sinon, le IMT, c'est l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, ou sinon, il va falloir justement peut-être essayer de les placer dans RIMA puis voir combien ils peuvent se classer avec leur âge, leur niveau de scolarité, leur emploi validé, puis essayer de les rendre permanents là-dedans. Vous avez soulevé un bon point tout à l'heure quand vous parliez de la compétitivité des programmes. C'est vrai, là, la main-d'œuvre francophone est largement sollicitée partout au Canada. Et il y a des provinces qui ont des programmes d'immigration pilote. Il y en a un dans l'Atlantique, il y en a un pan-canadien maintenant dans l'agroalimentaire. Donc, on voit que le Canada est super réactif pour amener l'immigration francophone et surtout, on a juste une demande à faire. On fait une demande en express, on devient résident permanent. Et c'est là que le Québec doit être très imaginatif pour dire comment je fais pour compétitionner parce que la main-d'œuvre francophone qualifiée, c'est sûr qu'elle va s'en aller. On va franciser le reste du Canada si on n'est pas capable de sélectionner adéquatement nos immigrants. Mais je pense que, somme toute, il y a quand même des bons ajustements qui ont été faits. Je pense que les 18 000 dossiers, c'était une bonne chose parce que ça a régrugé tous les quotas d'immigration des 2 prochaines années et toute la force des employés à traiter ces dossiers. Un petit point qui me dérange un peu. Si un candidat est accepté, et qu'il arrive au Québec, qu'il n'aime pas le job qui lui est offert par l'employeur. Qu'est-ce qui se passe normalement? L'immigration permanente, donc les gens, une fois qu'ils sont résidents permanents du Canada, ils peuvent changer d'employeur comme ils veulent. S'ils viennent par le programme de travailleurs étrangers temporaires, ils ont un permis de travail qui est fermé, donc il est uniquement bon pour l'entreprise. Par contre, si l'entreprise d'à côté décide de faire elle-même une évaluation de l'impact sur le marché du travail pour aller prendre ce travailleur-là, elle peut. Donc là, les PME sont très inquiètes de dire nous, parce que les frais de recrutement international sont très élevés pour permettre un travailleur qualifié. Et si on se les vole entre PME, c'est un problème. Moi, ce que je suggère au ministère de l'Immigration quand je peux, c'est de dire s'il y a une deuxième demande d'un certificat d'acceptation du Québec, donc pour un emploi temporaire, s'il y a une deuxième demande à l'intérieur du premier permis de travail, posez-vous des questions, appelez l'employeur 1, appelez le travailleur pour dire pourquoi tu es parti de ton employeur, parce qu'il y avait un article l'autre jour dans le journal de la Rive-Sud là-dessus qui disait des entreprises dans la chasse
Ils se font voler leurs travailleurs des Philippines. Ils viennent, ils arrivent, ils repartent à Montréal pour donner 50 cents de plus de l'heure et être plus proche de leur communauté. Tandis que l'employeur a fait toutes les démarches en amont pour faire venir ces travailleurs-là. Et là, il ne peut rien faire. C'est ça. Et puis, quand il devient résident permanent avec Arima, ben, c'est les normes du travail qui s'appliquent, c'est le libre marché. Oui, ça pose clairement des questions par rapport aux objectifs de la déclaration d'intérêt qu'il faut faire dans Arima, bien sûr. C'est-à-dire que le demandeur peut tout à fait s'arranger, s'ajuster, avoir un profil qui corresponde à Arima, mais quand il arrive sur le territoire, toutes les discussions qui ont eu lieu autour des statuts temporaires qui seraient éventuellement convertis en résidence permanente. Donc, c'est des défis qui se posent et qui vont se poser toujours. On ne peut pas enfermer clairement des gens dans un métier ou les empêcher de cesser d'avoir des ambitions. Bien sûr, il peut arriver pour une job et pouvoir passer à autre chose. Aussi. J'imagine. Donc, ça règle en partie certaines problématiques, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Le fédéral veut faire un programme pilote justement pour, au lieu de donner un permis de travail fermé à l'entreprise A, par exemple pour un soudeur, ça serait de donner un permis de travail de soudeur. Donc, ça veut dire que si l'employé est maltraité chez l'employeur A, il est soudeur un peu. Par contre, la faiblesse de ce projet-là, je l'ai souligné dès que je l'ai lu, c'est que l'entreprise B, qui veut le soudeur, elle doit refaire une évaluation de l'impact sur le marché du travail. Les frais de traitement de 1 000 $, OK, c'est cher, mais on peut vivre avec. On a besoin de la main-d'œuvre. Mais 20 semaines de traitement, ça, on ne peut pas vivre avec ça. C'est inacceptable parce que là, le travailleur va venir ici, il va passer au travers de son épargne ou sinon, il va être tenté de travailler illégalement. Donc, j'en ai eu un dossier comme ça de jeune professionnel, c'est un cuisinier qui venait avec un permis de jeune professionnel, c'est bon, 2 ans, permis fermé pour un employeur. L'employeur le congédie. L'employeur à côté dit salut, moi, je te veux. Donc, moi, j'ai envoyé le candidat à la frontière pour changer de permis de travail. Les douaniers ont quand même une certaine discrétion là, en matière d'immigration. Ça n'a pas fonctionné parce que le programme Expérience internationale Canada pour faire ça en ligne. Ça prend 8 semaines pour changer d'employeur. Et là, mon cuisinier, il est là, mais il est reparti en France quand même, parce que sinon, il aurait travaillé pas de permis, ça n'aurait pas aidé à son immigration. Puis, l'employeur en avait besoin immédiatement. Donc, il y a des petits ajustements, mais vraiment de pointe que le ministre doit faire. Il y a une grande sensibilisation globale de la population québécoise pour dire voici l'immigration, ça ressemble à ça, c'est pas si malsain que ça. Et pour les personnes parrainées, ouais. Est-ce que Arima a un impact là-dessus? Non. Parrainage, dans le fond, quand les époux sont déjà au Canada, on fait une demande à l'intérieur du Canada, la personne, avant c'est un projet pilote, mais ils l'ont gardé de manière permanente. La personne obtient un permis de travail ouvert. Je le reçois environ en 2 mois. Je reçois mon numéro de dossier, puis le permis de travail arrive rapidement. Donc, c'est bon. Puis à l'extérieur du Canada, on ne s'est pas éligible. Le fédéral s'est engagé à traiter 80% des dossiers en dedans d'un an. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la frilosité de certaines compagnies, de certains employeurs à engager des personnes qui sont déjà sur le territoire et qui cherchent du boulot peut être aussi une conséquence d'Arima? Non, pas du tout. Non, aucune relation. Non, mais c'est sûr que les PME, le département de ressources humaines, quand l'entreprise en a, une petite entreprise, donc un département complet, et qu'il y a un immigrant qui vient avec un permis de travail post-diplôme ou un permis de travail fermé à l'employeur ou un permis de travail qui est expiré depuis 6 mois. Il y a toutes sortes de situations. Les PME sont pas outillées là, pour répondre aux questions d'immigration. Je pense que, surtout à Québec, ça prendrait un siège un peu centralisé, là, un guichet unique pour répondre aux questions de monsieur, madame, tout le monde en immigration et des PME parce que c'est trop compliqué là, pour monsieur, madame, tout le monde. Merci beaucoup. Là, on a encore 3 minutes devant nous. Je pense qu'on ne peut pas, même si on nous donnait des mois, je suis certain qu'on ne pourra pas faire le tour de la question. Cependant, je pense que les points que nous avons soulignés, que nous avons éventuellement expliqués, analysés, viennent quand même un tout petit peu répondre au sujet que nous avions aujourd'hui, à savoir les enjeux, les impacts et bien sûr les défis d'Arima. Bien que, oui, on n'a pas trop parlé de défis pour pouvoir l'implémentation. Le défi d'Arima, selon moi, actuellement, c'est un défi réputationnel.
faut passer par-dessus les 18 000 dossiers, la tempête médiatique, les recours judiciaires qu'on a eus, et il faut que la plateforme soit opérationnelle. Il faut qu'elle invite des gens à appliquer le plus vite possible, qu'elle donne des certificats de sélection le plus vite possible, mais qu'elle s'attaque au délai de traitement du fédéral, sinon on ne va rien changer. Il faut montrer que la plateforme fonctionne et elle est utilisable aussi par monsieur et madame tout le monde. Moi, quand je l'ai testé l'an dernier, c'était le bordel. C'était vraiment difficile de se créer un dossier là-dessus. Peut-être qu'il y a eu des ajustements, mais c'est au niveau réputationnel. Oui, parce que les gens créaient des algorithmes qui permettaient, lorsqu'on annonçait 5000 dossiers acceptables, de remplir en quelques heures des milliers de dossiers. Et parlant, Ça, c'était dans mon projet C'est Québec. oui, mon projet. C'est mon projet Québec, ils ont accepté 10 000 demandes, nous en avons traité 0. Donc, assurément, ça a coûté des millions en informatique. et parlant d'algorithme, comme vous disiez, j'ai lu dans certaines de mes lectures qu'il y avait une compagnie, je pense, montréalaise, qui était financée pour sortir une machine qui utilisait les algorithmes pour sélectionner. C'est des collègues à moi, ils ont acheté. Des collègues à vous. Ils ont acheté une plateforme d'intelligence artificielle qui aide un peu à faire le script. Parce que qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est l'avenir. Okay. C'est un peu le but aussi d'Arima, justement, c'est de recevoir des demandes, d'être capable de les traiter assez rapidement en les faisant passer dans un filtre. Nous, on avait fait ça, mon ancienne entreprise, en 2013. On avait fait un questionnaire en 10 questions. Quelle est la meilleure province, le meilleur programme pour vous? On reçoit des CV de tous les pays. Donc, c'est important d'être capable de dire oui, non, parce que si les Canadiens acceptaient tous les gens qui veulent émigrer au Canada, la population du Canada, ce serait 4 milliards. Donc, il y a quand même une petite sélection à faire. Donc, c'est bon. Je pense que plus l'informatique et l'intelligence artificielle vont être avancées, plus on va être capable de voir les profils rapidement. Mais ensuite, c'est vraiment au niveau politique de voir les grandes orientations des partis. Est-ce qu'on veut plus d'immigration ou moins d'immigration? On a clairement un problème démographique. Ce sujet-là, ça peut durer plusieurs années. Merci infiniment. Je pense qu'on va faire un dernier tour de table et ensuite on va pouvoir clôturer. Je vais commencer par Madame Raïssa. Rendu là, j'ai plus grand-chose à dire. On n'avait plus grand-chose à dire. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui vous écoutent, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une offre spéciale, je veux dire, un petit pitch de vente? Est-ce que non, rien. Rien de spécial. Rien de spécial, donc vous n'avez plus rien à rajouter aujourd'hui. Non. Bon. On va passer avec M. Wapi. Oui, je pense que Arima, c'est, pour conclure, pour moi, c'est un bon choix. Un choix intéressant. Il serait important et comme tout choix qui n'est pas encore sur le terrain, on ne peut pas apprécier comment ça va fonctionner, mais j'ai quand même un préjugé favorable, compte tenu du fait que ce système a déjà eu à fonctionner dans le système canadien. Entrée Express fonctionne très bien. Et il permettra de résoudre peut-être le problème de la main-d'œuvre, de contrôler l'immigration, mais comme disait notre orateur, Maître Spo, il est important pour le bonheur de l'immigrant ici que la société comprenne l'impact et le rôle important de l'immigration pour l'évolution de toute la société, parce que si l'immigration n'est pas acceptée, on n'est pas au bout de nos peines. Moi, ça fait 9 ans que je travaille dans des dossiers d'immigration. Je me lève le matin pour améliorer la sélection et la rétention des immigrants au Québec. Là. Donc, je ne me suis jamais gêné pour dire quand il y avait des problèmes au niveau de la sélection. J'ai fait beaucoup de représentations, justement, pour faire fermer le programme régulier de travailleurs qualifiés, justement, à cause de l'inventaire. Mais là, je fais aussi des représentations pour dire le Québec peut sélectionner 23% de l'immigration canadienne. Le Québec pourrait sélectionner 75 000 80 000 immigrants par année, là, pas 40 000. Là. Donc, c'est de dire, essayons-le pendant 2-3 ans. Là, prenons les gens qui travaillent ici depuis 12 mois et qui parlent français. Là, pourquoi s'en priver? Pourquoi mettre un quota à ça? Pourquoi les faire attendre l'année d'après? Parce que justement, on n'a plus de place dans notre quota. Donc, donnons-nous la latitude de nos ambitions.
plaçons nos immigrants où est-ce qu'on veut. Arima, la fonctionnalité, elle est bonne. C'est comme un réel. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Là, donc, dépendamment de la pondération qui va être faite, il faut lui donner des quotas. Si elle a juste 200-300 quotas pour le reste de l'année civile, Arima, il ne va pas bien se passer. OK. C'est une très belle analyse. Mais... Oui, je pense que l'objectif d'Arima, c'était d'éviter, je pense aussi, la subjectivité qui pouvait caractériser le système de premier arrivé, premier servi, malgré qu'il y avait un système aussi de pondération. Parce qu'un agent pouvait aussi, parfois on ne comprenait pas aussi qu'entre deux dossiers relativement identiques, qui est un refus ou un rejet. Donc, c'est l'un des accords d'Arima. Donc, on va vers une société de technologie où l'intelligence artificielle va devenir importante. Le système, l'intention, c'est en quelque sorte de robotiser de telle manière qu'on puisse sélectionner de manière tout à fait objective et transparente. Je pense que ça clarifie aussi les attentes de la part de la société québécoise qui veut combler les besoins économiques, de la part des immigrants. Lorsque vous remplissez les critères, vous êtes à peu près certain que cela facilitera votre intégration une fois arrivé sur le territoire. Cela étant dit, je pense aussi à quelques mots de conclusion personnelle que même dans le domaine de l'immigration économique, il faut peut-être se garder de ne pas avoir qu'une conception économique de l'immigration. Bien sûr, le système de premier arrivé, premier servi avait ses avatars, mais il faut peut-être faire attention de ne pas tout robotiser dans notre société, parce que malheureusement, les hommes étant ce qu'ils sont, malgré les critères qui peuvent être fixés, c'est ce qui caractérise la liberté individuelle, la liberté de pouvoir changer, d'être arrivé comme menuisier, d'aspirer à vouloir être un ministre au Québec. Donc, on doit pouvoir donner cette attitude-là. Il faut intégrer, comme Maître Maxime le disait, toutes ces flexibilités dans le système d'immigration. Et moi, je pense que le Canada, le Québec, c'est une société multiculturelle et son système d'immigration doit aussi pouvoir le refléter. C'est une société profondément humaniste et le système d'immigration doit aussi pouvoir le refléter et pas seulement être un système robotisé. En guise de conclusion, je pense que vous venez de m'arracher la plupart des idées que je comptais amener. Ça, c'est super, super bien fait. Alors, j'aimerais tout simplement remercier tout d'abord tous les spectateurs qui nous ont suivis ou qui nous suivront après en différé. Et bien sûr, ici à la table ronde, nous aimons bien comme ça inviter des spécialistes pour parler des sujets d'actualité. Et nous savons vrai d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, Maître Maxime Lapointe, qui répond toujours présent. Comment on pourrait vous retrouver si jamais, pour ceux qui auront peut-être des problèmes, des questions, est-ce que c'est tout juste Maxime Lapointe sur Internet? Maxime Lapointe, avocat, ou sinon, si on écrit avocat immigration au Québec, là, je sors assez haut sur Google, je ne sais pas si c'est la trouver. OK, vous pourrez lui dire que vous l'avez écouté sur Diaspora Interaction. Alors, je pense, merci beaucoup, Raïssa Chouzelm, pour avoir répondu si vite et d'être là avec nous. Merci infiniment, Monsieur Christian, pour votre regard très intéressant au niveau de l'économie par rapport à Arima. Et bien sûr, Maître Siporo, merci d'être parti de Montréal pour venir à notre table ronde. Merci infiniment. Je pense que nos lanternes ont été très éclairées grâce à vous. Et en guise de fin, est-ce que vous pouvez nous dire comment on vous retrouve pour ceux qui auront peut-être des problèmes et qui aimeraient vous poser des questions, qui aimeraient vous retrouver? Oui, c'est Alain Siporo, avocat également par Internet. Bon, Alain Siporo, avocat et par Internet, et c'est bon. Alors, on va terminer dessus. On n'avait pas la prétention d'apporter des réponses à toutes vos questions. Cependant, nous espérons que vous avez pu avoir quelques informations intéressantes pour vos dossiers. N'abandonnez surtout pas. Arima, peut-être c'est pas la meilleure décision, c'est peut-être pas le meilleur choix du gouvernement québécois. Cependant, ce n'est pas le pire choix non plus. Je pense que c'est quelque chose qui peut apporter du plus à vos intentions d'immigration. Il suffit tout simplement de répondre aux exigences, de répondre aux critères et bien sûr de vous faire conseiller, si besoin, par Maître Maxime que vous retrouvez ou par Maître Siporo que vous retrouverez. Et ainsi, vous allez pouvoir sûrement et facilement
concrétiser vos intentions d'immigration. Et bien sûr, nous serons très heureux de vous recevoir sûrement ici pour venir témoigner comme quoi Arima marche et ça pourra aider. Alors, en guise de conclusion, c'était ça. Pour terminer, j'aimerais aussi maintenant inviter tous nos panélistes aux prochaines activités qui s'en viennent, car c'est aussi notre rôle de donner la plupart des activités qui s'en viennent. Je vais vous inviter au bal en blanc qui se passera le 24 août à partir de 18h bien sûr au Centre Horizon. Pour ceux qui aiment bien sûr avoir des belles fêtes, le bal en blanc, c'est le 24 août, c'est la 5e édition. Ensuite, j'aimerais vous inviter samedi prochain à la grande journée multiculturelle du Cameroun, je pense que c'est bien ça, à la base de plein air de Sainte-Foy. C'est bien sûr une grande journée multiculturelle où il y aura plusieurs jeux, plusieurs activités. C'est bien ça? Ah, vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant. Ok, bien, je vous informe, là, c'est le 27, donc on va pouvoir avoir cette grande journée-là. Et bien sûr, il y a Mondo Carnaval qui s'approche et je pense que c'est le 29, le 29, 1er et 2 septembre. 29 août, 1er et 2 septembre, Mondo Carnaval. Et à part Mondo Carnaval, nous avons aussi Dédié Yango, Prince Yango, qui vient au Québec le 6 septembre pour une belle prestation. Ce qui y aurait des événements que j'oublie actuellement, je ne pense pas. Je pense que c'est terminé au niveau des actualités. Et j'aimerais donc pour terminer remercier tous nos partenaires. J'aimerais remercier tout d'abord Maître Stéphane Harvey, qui est l'avocat international et qui est aussi le consul du Togo. J'aimerais aussi remercier Tristan Laurier qui m'habille pour tous les événements. Et j'aimerais aussi remercier comme ça l'hôtel Concorde qui est aussi l'un de nos partenaires. Je remercie aussi, qui est-ce que j'oublie déjà parmi nos partenaires? Justement, le dernier partenaire en date, l'association des consuls de Québec, qui est notre partenaire, le dernier en date. Et je remercie donc cette association de nous accompagner actuellement. Et pour terminer, j'aimerais remercier au niveau de la technique Amour Salomon, qui nous a beaucoup aidé et qui a permis que la séance d'aujourd'hui se passe très bien. Je vais remercier aussi notre technicien qui est là, avant que je n'oublie son nom, Monsieur Manuel Noubi qui est derrière les caméras, et bien sûr Madame Adèle Tchatchoua qui est bien sûr au niveau de la technique aussi. Je vous remercie infiniment. Mes chers amis, je vous remercie infiniment, et puis sûrement à la prochaine pour d'autres actualités. Merci infiniment et je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Wow. Maître,